Suite et fin du Murder Party Challenge. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, oui, un point lecture parce que malgré mon manque de temps, j'ai enfin réussi à avancer un petit peu dans mes lectures et je pense que ce point lecture sera donc le tout dernier de mon challenge du Murder Party Challenge. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur 4 romans que j'ai lus dans le cadre de ce challenge littéraire. Et je vous préviens, niveau ressenti, il y aura un petit peu de tout puisqu'on va avoir du bof bof, du franchement pas terrible et du ma foi plutôt bien. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu les montagnes russes. Sur ce donc, c'est parti tout de suite. Et comme je n'aime pas laisser traîner les choses un petit peu désagréables, on va du coup tout de suite commencer par le roman qui, disons-le, m'aura clairement le moins convaincu et qui me permettait de remplir la catégorie Aglagla pour laquelle nous devions lire un roman avec de la neige sur la couverture. Et pour cela, j'ai lu Aurore boréale d'Assa Larsson aux éditions Folio. Alors dans ce roman, on se situe à l'extrême nord de la Suède. Un jour, un homme va être retrouvé dans une sorte d'église. Disons que c'est un homme qui prêchait pour cette église, une église au relent un petit peu de secte, ou en tout cas de dérive sectaire. Et voilà que c'est tout simplement la sœur de cet homme qui va être accusée du crime. Sœur qui s'appelle donc Sanna, si j'ai bonne mémoire, qui va se retrouver dans la panade et qui du coup va faire appel à une amie d'enfance qui s'appelle Rebecca, qui vit à Stockholm, qui est avocate, mais avocate dans tout ce qui va être un peu affaires financières, pour venir l'aider, pour venir un petit peu assurer sa défense au nom de leur vieille amitié, sachant que toutes les deux ont grandi dans cette communauté religieuse un peu bizarroïde, et je ne vous en dirai pas plus. Et je dois vous dire que malheureusement j'ai été bien en peine à terminer ce roman et que j'ai même parfois songé carrément à abandonner ma lecture. Et ça m'arrive quand même pas très souvent. Pourtant, comme je l'avais dit, le résumé avait vraiment de quoi m'attirer, cette histoire de meurtre et de mystère autour d'une communauté religieuse repliée sur elle-même. Sauf que voilà, j'ai vraiment trouvé que cette histoire manquait cruellement de liant et d'un fil conducteur. Pendant un moment, je me suis fait la réflexion que peut-être cela venait tout simplement de la traduction qui n'était peut-être pas tout à fait réussie. Et finalement, je me suis rendu à l'évidence que ça a tout simplement l'air d'être le style de l'écriture de l'auteur. L'histoire manquait cruellement de fluidité et les dialogues de réalisme, ce qui rendait la lecture franchement parfois un petit peu pénible. Et j'avoue que j'ai été un petit peu déroutée au départ de ma lecture parce que j'arrivais pas à comprendre quel personnage on allait suivre. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de personnage principal n'est pas véritablement un défaut en soi, même si il est écrit à l'arrière qu'il s'agit d'une enquête de la saga Rebecca Martinsson. J'en déduis donc que ce sera elle le personnage principal, mais quand on ne le sait pas, et je vous avoue que je n'avais pas relu la 4e de couverture, ça crée une sorte de moment de flottement au départ de la lecture. Concernant les personnages, une fois de plus, j'ai eu beaucoup de mal à tous les retenir. Tout d'abord parce que leurs noms et prénoms consonances nordiques ne sont pas franchement mémorables pour moi qui ne suis pas familière à cette culture, et aussi parce que tout simplement l'auteur ne prend pas le temps de détailler et d'asseoir chacun de ces personnages dans l'histoire, ce qui fait que finalement les personnages principaux comme ceux sans grand intérêt avaient tendance un petit peu à se mélanger dans mon esprit. Le manque de détails a également créé un autre problème que d'ailleurs je ressens assez régulièrement lorsque je lis des polars nordiques, c'est tout simplement le fait que je n'ai rien ressenti pour les personnages. Je n'ai eu ni empathie, ni haine envers eux, et finalement je suis restée assez extérieure à l'histoire. Pourtant, certains personnages avaient vraiment de quoi être intéressants et nous permettaient d'aborder des thématiques qui pouvaient être riches. Je pense par exemple en disant cela aux personnages de Rebecca et de Sanna qui ont une sorte de relation d'amour-haine un peu difficile parfois à appréhender et à vraiment comprendre. À travers elle, on aborde furtivement les questions de religion, de fanatisme, d'emprise,
de famille mais aussi de maternité, mais j'ai vraiment trouvé que chacune de ces thématiques n'était pas assez développée à mon goût. Dommage parce que la base était franchement bonne, mais il n'y a rien à faire, il m'aura vraiment manqué quelque chose. Peut-être de plus de clarté, sûrement même, parce que je ressors de cette lecture avec l'impression d'une histoire assez nébuleuse, faite un peu de bric et de broc, mais sans véritable fond ni cohérence. La résolution finale est quant à elle plutôt décevante, je l'ai trouvée assez facile, déjà vue et par certains aspects un peu tirée par les cheveux et même un peu sortie de nulle part. Là encore, c'est vraiment dommage parce qu'avec le terrain de la religion, du fanatisme et de la famille, il y avait tellement mieux à faire. J'ai par contre beaucoup aimé, on va dire, l'ambiance globale, le fait que la majeure partie de ce roman se déroule dans l'extrême nord de la Suède, dans une région reculée et hostile à l'homme, où clairement chaque sortie à l'extérieur est une véritable épreuve pour le corps. Finalement, je dirais que ce roman est un pseudo-roman policier dans lequel l'enquête est assez lente et où, par contre, tout ce qui concerne la vie privée et le passé de Rebecca, qui est notre avocate, est extrêmement important et présent. J'ai d'ailleurs plutôt bien aimé les flashbacks dans le passé de Rebecca, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais je crois que tout simplement c'est l'écriture même d'Assa Larsson qui ne me convient pas. Elle m'ennuie et vraiment j'ai du mal à expliquer ce sentiment, mais durant toute ma lecture j'ai vraiment eu la sensation d'un manque de lien et de cohérence, que ce soit dans l'histoire, dans les personnages ou dans le style même de l'auteur. Un style froid et parfois un peu brouillon qui fait que je me suis pas mal ennuyée et qu'à aucun moment finalement je ne me suis investie dans cette lecture. C'est dommage, alors très sincèrement je ne pense pas retenter l'aventure avec cet auteur, en tout cas pas avant un long moment. Et je pense que c'est un roman qui pourrait plus plaire, je dirais, aux lecteurs qui sont déjà pas mal fans du type polar nordique, mais vraiment si vous ne connaissez pas ce type de littérature, je vous déconseille de la découvrir avec ce titre-ci. Bon voilà, maintenant que je me suis débarrassée du côté un peu négatif, on va passer aux lectures, disons, moyennes et d'autres qui pour le coup ont été plutôt sympathiques. Ah oui, désolé, il n'y aura pas de gros coup de cœur aujourd'hui, mais je vous promets, dans le prochain point lecture, il y en aura pour le coup. Le roman suivant aura été beaucoup moins catastrophique pour moi, mais n'aura pas non plus été une lecture franchement mémorable et m'aura permis pour le coup de remplir la catégorie Faites entrer l'accusé, pour laquelle nous devions lire un roman d'un auteur que l'on n'avait encore jamais lu. Et donc pour ça, j'ai lu Ils étaient 5 de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Alors au départ de ce roman, on va suivre Antoine qui est un profiler de la gendarmerie qui va recevoir, je ne sais plus si c'est par SMS ou par mail, une vidéo d'une exécution, disons-le comme ça. Il voit vraiment quelqu'un se faire torturer, on comprend qu'il va être tué. Bref, il y a une sorte de course-poursuite qui se met en route pour essayer de retrouver cette personne et la sauver avant qu'elle soit exécutée. Et par la suite, Antoine va être recontacté par ce tueur pour une autre victime, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors, il faut savoir que ce roman démarre sur les chapeaux de roue. Dès les premiers chapitres, on est tout de suite plongé dans l'enquête, plongé dans l'action. Peut-être un petit peu trop à mon goût personnel. Ceci dit, lorsque j'ai débuté cette lecture, j'avais personnellement envie, je dirais même besoin d'une lecture vraiment page-turner, entraînante, et par conséquent, ça m'allait finalement très bien. Ma lecture avait donc débuté sous les meilleurs auspices. Le souci, c'est que ça n'a pas duré. Finalement, mon plus gros problème avec ce roman, c'est que très vite dans ma lecture, je me suis mise à échafauder une théorie et je me disais non, c'est pas possible que ce soit ça, ce serait beaucoup trop facile, beaucoup trop simple. Et malheureusement, manque de bol,
j'avais vu juste dès le début. Et je ne dis pas par là que je suis une sorte d'enquêtrice hors pair, non pas du tout, c'est juste que pour le coup je trouve que l'auteur a vraiment manqué de subtilité dans l'écriture. Alors peut-être que ce roman saura surprendre les lecteurs très peu habitués du genre, mais si comme moi vous lisez tout de même pas mal de romans policiers, vous risquez de très vite remarquer les grosses ficelles et c'est bien dommage. Parce que pour ma part, je n'ai eu aucune surprise, ou presque. En tout cas, pas concernant la grosse révélation finale. J'ai bien aimé l'espèce de jeu du chat et de la souris qui s'est mis en place avec notre profiler et j'ai aussi beaucoup apprécié toutes les références mythologiques qui ont été glissées dans les messages que le tueur lui adressait. Malheureusement, ces points positifs se sont rapidement un peu transformés en flop. Tout d'abord parce que le côté mythologique est finalement assez vite mis de côté et n'a aucun rapport avec le fond de l'histoire. Quant à ce qui est de l'explication sur le pourquoi ce profiler et lui particulièrement reçoit ces messages, j'ai trouvé ça assez bancal et franchement tiré par les cheveux. Dommage parce que vraiment cet inspecteur et sa brigade n'étaient pas désagréables, j'ai vraiment apprécié suivre cette enquête à leur côté, une enquête au demeurant d'ailleurs plutôt bien rythmée. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que tout durant l'enquête m'a très vite paru beaucoup trop évident. Il n'y a que pour notre profiler de la gendarmerie qu'apparemment ça ne l'était pas. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai souri lorsqu'à la fin du roman, il dit de lui-même qu'il est un piètre profiler. Là-dessus, ce n'est pas moi qui allais le contredire, j'avais même presque envie de lui recommander une reconversion professionnelle. En résumé, l'écriture de Sandrine Détombe est plutôt agréable, elle permet vraiment une lecture fluide et assez entraînante, mais que ce soit dans l'enquête ou dans l'histoire en elle-même, elle a manqué de subtilité et de substance pour moi qui lis beaucoup de thrillers. Je pense néanmoins que c'est typiquement le genre de roman qui peut correspondre aux lecteurs peu habitués du genre, vous savez, ces lecteurs qui lisent vraiment 2-3 thrillers dans l'année. Pour le coup, si c'est votre cas, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Pour ma part, je pense que je retenterai avec Sandrine Détombe parce que, comme je l'ai dit, sa plume en soi ne m'a pas déplu, bien au contraire. J'espère juste qu'elle arrivera avec un autre titre à un peu plus me surprendre et à me proposer une histoire peut-être un peu plus fouillée. Le roman suivant m'a permis, quant à lui, de cocher la catégorie « Un petit meurtre avec votre thé » pour lequel nous devions lire un cozy mystery et souvenez-vous, j'avais dit lors de la présentation de ma pile à lire que je ne suis pas une grande fan du cozy mystery. Enfin, je dis ça, je n'en ai lu qu'un seul et on va dire que ça n'a pas été le coup de foudre et je n'en avais tout simplement pas d'autres dans ma pile à lire et je n'avais pas envie d'acheter un livre exprès pour ce challenge. Du coup, j'avais fait le choix de prendre un titre qui pour moi était un petit peu une lecture doudou, facile, dans le genre thriller. Et pour ça, j'avais donc sorti Temps mort d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Ce roman est un roman de la saga autour du personnage récurrent de Myron Bolitar, qui est un agent pour sportifs. Voilà, il est occupé à trouver des contrats publicitaires pour divers sportifs. Et dans ce tome-ci, il va être contacté au tout début par l'un de ses amis pour représenter également et surtout protéger une jeune sportive, une jeune basketteuse qui a reçu des menaces plutôt inquiétantes et dont le père, avec qui elle s'était bien brouillée il y a peu de temps, a disparu il y a quelques jours de ça. Alors je dois reconnaître qu'il y avait un moment que je n'avais pas lu de roman d'Harlan Coben. Pendant un temps j'en ai lu pas mal, mais là je sais pas, ça fait un moment que j'étais pas retournée vers cet auteur, ça me manquait un petit peu et puis lorsque je me suis lancée dans cette lecture, j'avais vraiment envie d'y trouver une lecture rapide et facile comme c'est généralement le cas avec Harlan Coben et s'il y a des éléments que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce roman, je ne peux pas dire que je l'ai lu très rapidement. Il faut dire que Temps mort étant un tome de la saga Myron Bolitar, forcément il y est beaucoup question de sport et il faut reconnaître que c'est un milieu qui me touche assez peu et qui ne m'intéresse pas vraiment. Par conséquent, tous les passages centrés sur
le sport, le sponsoring et compagnie faisaient à chaque fois un petit peu retomber mon intérêt. J'ai par contre bien aimé retrouver le personnage de Myron Bolitar. Alors, si le personnage de son ami Win est pour moi parfois un peu too much, et même si Myron est aussi par moments un peu le stéréotype du héros américain, Harlan Coben a su aussi y apporter certains passages dans lesquels il lui donne une dimension plus humaine, dans lesquels il montre certaines de ses faiblesses, ce qui en fait à mes yeux un personnage beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sympathique. J'aime beaucoup la relation qu'il partage avec Esperanza, qui est sa plus proche collaboratrice et aussi sa meilleure amie. Et j'ai beaucoup aimé aussi retrouver sa gouaille, son humour franchement cynique et sa répartie, même si je reconnais que de ce point de vue-là, j'aurais peut-être aimé qu'Harlan Coben en fasse un peu moins par moment. Concernant l'enquête en elle-même, elle est assez floue au début. Il faut dire que l'auteur y mélange pas mal d'éléments, pas mal de théories, ce qui fait qu'on a un peu du mal à tout comprendre. Et donc je ne peux pas dire qu'elle ait véritablement su me tenir en haleine, mais malgré tout, la fin, elle, a réussi à me surprendre. Je n'avais pas vu venir le dénouement final, et ça c'est toujours appréciable. Et puis la toute fin, dirons-nous, a également su me surprendre parce que l'auteur aurait pu très facilement tomber dans une fin bateau, convenu, vous savez, un peu fin de cinéma hollywoodien, et ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, cette fin remonte clairement le niveau global de ce roman. Malgré tout, je ne peux pas dire que c'est une lecture que j'ai fait avec beaucoup d'entrain. Je m'y suis parfois un peu ennuyée et l'intrigue n'a pas vraiment su me captiver. Comme presque à chaque fois avec Harlan Coben, il y est question d'une disparition et du passé qui ressurgit sur le présent, mais je trouve que c'est pas forcément dans ce titre-ci qu'il a le mieux articulé ce schéma qui semble très cher à son cœur puisqu'il l'utilise très régulièrement. Petit détail certes, mais qui a son importance, comme vous le voyez, j'ai lu ce roman dans une vieille édition de chez Pocket et malheureusement il y avait beaucoup de coquilles, donc j'ose espérer que la nouvelle édition, voire peut-être même la nouvelle traduction, ont su gommer ces défauts qui sont franchement évitables et qui sont franchement pénibles lorsque l'on tombe dessus. Enfin, c'est un roman qui traite des apparences qui sont bien sûr, comme on le dit régulièrement, bien souvent trompeuses. J'ai beaucoup aimé aussi que dans ce titre, Harlan Coben y aborde les inégalités entre noirs et blancs aux États-Unis. J'ai aussi beaucoup aimé les touches de féminisme qu'on y retrouve, des touches que j'ai trouvées en plus bien placées et intelligemment faites, que l'on retrouve principalement au travers du personnage de Brenda, qui est une jeune femme noire américaine au gabarit pas forcément conventionnel. Un personnage que j'ai franchement été très agréablement surprise de retrouver dans ce type de roman. En résumé, ce roman, c'est Coben qui fait du Coben. On y retrouve des choses très bien, mais ce n'est clairement pas son meilleur titre selon moi. Après, comme je l'ai dit, n'étant personnellement pas très intéressée par le sport, et je l'avoue, n'étant peut-être pas non plus dans les meilleures dispositions lorsque j'ai fait cette lecture, je ressors finalement assez mitigée de ce roman. Néanmoins, si vous aimez les thrillers plutôt bien ficelés sans non plus être révolutionnaires et que vous aimez également le milieu du sport, alors foncez. Je pense que clairement ce titre et de manière globale toute cette saga peut clairement vous plaire. Et pour la toute dernière catégorie qui s'intitule Un coup de luminol, j'ai switché de livre. Voilà, à la base, j'étais censée lire La fille d'avant de J.P. Delaunay. Mais voilà, j'étais dans une période où j'enchaînais les lectures pas terribles, hein, comme vous l'avez vu. J'avais besoin de quelque chose qui me relance un peu et je sais pas, J.P. Delaunay, j'avoue que j'en ai pas entendu que du bon. Sur le coup, le roman me tentait moyen et voilà, j'avais pas le cœur ni l'envie de me lancer dans une lecture qui allait peut-être encore être franchement moyenne. J'avais besoin de retrouver une sorte de valeur sûre. Du coup, j'ai mis de côté La fille d'avant et j'ai remplacé ce roman par un autre afin de valider cette catégorie. Catégorie donc pour laquelle nous devions lire un livre avec du rouge sur la couverture. Et pour cela, j'ai donc sorti Louis et tu d'M.J. Arledge aux éditions
10-18 que j'ai reçu il y a très peu de temps. Et voilà, je vous avais dit qu'il allait y passer rapidement. Je n'avais pas menti. Ce roman est bien sûr un nouveau tome de la saga autour du personnage récurrent d'Ellen Grace. Ce coup-ci, on va être sur un tome qui va plus particulièrement d'ailleurs être centré sur le parc de New Forest près de Southampton, dans lequel on va retrouver des campeurs tués à l'arbalète, ainsi que des cadavres de chevaux qui ont également été tués à l'arbalète. On se demande donc s'il n'y a pas une sorte de malade qui se prend pour un homme préhistorique et qui tire sur tout ce qui bouge dans ce parc. Et bien sûr, notre Ellen nationale ne va avoir qu'un seul but, de trouver qui fait ça. En débutant ce roman, j'avais donc dans l'espoir d'y trouver une lecture doudou, une histoire vraiment page-turner qui me relancerait dans mes lectures, vous l'aurez compris, un petit peu compliquées dernièrement. Et je peux dire que je peux compter sur M.J. Erlich parce que c'est exactement ce que j'y ai trouvé. Je sais que cet auteur ne fait pas forcément l'unanimité, mais quand, comme moi, vous vous accrochez avec le style et aussi avec le personnage d'Ellen Grace, alors c'est une valeur, je dirais, quasi sûre. Personnellement, j'y vais à chaque fois les yeux fermés avec une avidité certaine à découvrir une nouvelle aventure d'Ellen Grace, vraiment comme si je retrouvais une vieille amie que je ne vois pas souvent mais qui reste malgré tout toujours chère à mon cœur. J'adore replonger dans cette équipe de flics de Southampton. Alors, petite nouveauté dans ce tome-ci, un homme est catapulté au milieu de cette équipe quasiment exclusivement féminine. Oui, parce qu'il faut savoir que Ellen Grace est entourée presque exclusivement de femmes, en tout cas tous les personnages que je qualifierais d'importants dans cette saga littéraire sont des femmes et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez M.J. Erlich, qui, rappelons-le, parce que ce n'est pas évident lorsque l'on voit le nom de l'auteur, est quant à lui un homme. Mais dans ce tome-ci, donc, un homme rejoint la brigade et c'est un choix que j'ai trouvé plutôt judicieux parce que ça permet d'apporter une touche de renouveau, ça permet d'apporter de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue et même, pourquoi pas, de nouvelles thématiques. J'ai vraiment apprécié que dans ce tome-ci, Ellen Grace se fasse beaucoup plus normale, beaucoup plus humaine que dans les tomes précédents parce que c'est vrai que dans certains tomes, on aurait pu lui trouver parfois des côtés un peu too much ou qui en tout cas manquaient parfois de réalisme, d'humanité, de crédibilité. Or, avec ce titre, j'ai eu l'impression que l'auteur a voulu en faire moins, revenir peut-être à des basiques, alors quitte peut-être à tomber un peu plus dans le classique, certes, mais il n'en reste pas moins que pour ma part, je trouve que ça apporte beaucoup plus de crédibilité à son histoire et aussi au personnage d'Ellen Grace. Et du coup, le fait qu'il en ait fait un personnage beaucoup plus proche de nous lecteurs n'a fait que renforcer finalement mon attachement pour ce personnage. L'enquête en elle-même, comme je le disais, est peut-être un peu plus classique, moins originale et rocambolesque que l'auteur a pu le faire par le passé. Et malgré tout, je pense que c'est l'une des enquêtes que finalement je préfère à ce jour dans toutes celles de la saga. Parce que si l'enquête ne m'en a semblé que plus crédible, en plus de ça, l'auteur y aborde des thématiques actuelles et importantes. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il l'a fait. Alors non, pour autant, tout n'est pas parfait, loin de là, même si le style d'M.J. Erlich est toujours aussi efficace et visuel. Il n'y a pas ici de gros retournements de situation, de surprises inattendues, et je pense que ce n'est pas un roman qui va marquer durablement les lecteurs. Néanmoins, c'est toujours diablement efficace et intéressant par les thématiques abordées. De plus, avec cette thématique que je préfère ne pas dévoiler parce que je trouve que ça fait partie, on va dire, de la surprise de roman, l'auteur aurait pu tomber dans quelque chose de très manichéen. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, il a su aborder cette thématique sous un angle assez original, tout en nuances, et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, par contre, une fois de plus, je recommande vraiment de lire, si possible, la saga dans l'ordre, parce qu'à ne pas le faire, vous y perdrez vraiment beaucoup du point de vue de la vie personnelle des différents personnages. De plus, dans ce roman, on reparle d'un élément important et spoilant du tome précédent. Donc voilà,
sachez-le. Je dirais pour ma part que j'ai trouvé que c'était un très bon cru de la part d'M.J. Arledge qui a su vraiment me relancer dans mes lectures telles que je m'y attendais et qui prouve que parfois il n'a pas besoin d'en faire des caisses pour faire du bon. Bien au contraire. Je suis donc très impatiente de pouvoir découvrir le tome suivant afin de retrouver cette brigade de flics et de continuer à suivre l'évolution d'Ellen Grace qui continue à me surprendre. Ma seule crainte reste l'appréhension de ce que l'auteur a prévu pour les tomes suivants parce que je sais que c'est un auteur qui est capable de faire vivre le pire à ses personnages mais également à ses lecteurs au moment où on s'y attend le moins. Donc voilà, j'espère juste qu'il ne brisera pas mon petit cœur de lectrice, mais ça, seule la lecture des prochains tomes saura me le dire. En résumé, je pense que les fans apprécieront sans grande surprise et pour ma part, j'ai vraiment apprécié retrouver et suivre une Ellen Grace beaucoup plus humaine que j'ai du coup hâte de retrouver. J'espère rapidement. Mais étant donné que, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci vient juste de sortir en poche, à première vue, il va falloir que j'attende 1 an avant de lire le prochain tome. C'est beaucoup trop long. Je prends mon mal en patience. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce point lecture. Alors, normalement, à la base, j'étais censée lire encore 3 romans pour compléter toutes les catégories du Murder Party Challenge. Alors en soi, selon les organisatrices, j'ai validé le challenge depuis un moment parce que je crois qu'il fallait valider 8 catégories. C'est juste que personnellement, je voulais toutes les valider. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je commençais à ressentir l'envie de retourner vers d'autres genres littéraires. Voilà, j'ai beau adorer vraiment les thrillers et les policiers, vous le savez, il y en a énormément sur la chaîne et ce n'est pas pour rien. Bah là j'avoue que, je sais pas, j'avais presque une petite overdose et j'avais envie de me tourner vers autre chose. En plus de ça, je reconnais que mes lectures de King commençaient franchement à me manquer. Bon, petit spoiler, hein, j'ai déjà lu un King entre deux parce que j'en pouvais plus. Hein, la junkie était de retour, elle avait besoin de sa dose de King. C'est donc chose faite. Mais je crois que j'en ai pas encore lu assez et je vais très vite en relire un autre, je pense, dans la foulée. Donc, je pense que pour ma part, je vais m'arrêter là pour le Murder Party Challenge. Je suis quand même très contente de mon score. Je remercie une fois de plus les organisatrices de ce challenge parce que faut reconnaître qu'il y a quand même très peu de challenges littéraires autour de ce genre littéraire que j'affectionne particulièrement. Donc vraiment, merci beaucoup les filles. En plus de ça, les discussions sur les groupes, etc. étaient très sympas. Il y avait une très bonne ambiance. Donc j'ai hâte vraiment de retenter l'aventure l'année prochaine. De mon côté, donc, je vous retrouve très prochainement pour un autre point lecture parce que j'ai fait d'autres lectures. En fait, en ce moment, j'arrive un peu à me dégager du temps de lecture, mais c'est vrai que pour le coup, si vous n'avez pas eu de vidéo ces dernières semaines, c'est tout simplement parce que je n'avais pas de temps pour filmer. Voilà, en ce moment, l'emploi du temps est plus que chargé. C'est un peu compliqué, mais je fais comme je peux. Je n'ai toujours pas eu le temps de répondre à tous les commentaires. J'en ai des centaines qui s'accumulent. Je ne sais pas comment je vais récupérer mon retard. Mais je tiens malgré tout à remercier toutes celles et ceux qui continuent à laisser des commentaires, même si pour le moment je n'ai pas trouvé le temps d'y répondre. Sachez en tout cas que voilà, je finirai par répondre à tout le monde et je les vois passer. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir les commentaires que vous laissez. Donc pour ça, merci et continuez. Et puis, si tout va bien, prochainement, il va aussi y avoir 2 autres vidéos un peu particulières qui en tout cas ne seront ni des bouquins ni des points lecture. Mais voilà, je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, si je vais réussir à tout filmer, à tout monter, si je vais être satisfaite du résultat et si je vais finalement tout poster. Bref, ce sera un peu la surprise. Vous l'aurez compris, en ce moment, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc j'espère que malgré tout, ça continue à vous plaire et que vous continuerez à être là au rendez-vous. Sur ce, donc, j'espère que de votre côté, vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à peut-être venir me dire en commentaire quels ont été vos derniers coups de cœur. Vraiment, je suis preneuse parce que vous l'aurez vu, dernièrement, j'ai pas fait que des très bonnes lectures. Et là, ouais, j'ai bien envie d'avoir des lectures qui m'ont fait waouh. Donc voilà, tous les bons conseils sont bons à prendre et je vous souhaite bien sûr jusqu'à la prochaine, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!